Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 7h à Bamako, 3h à Caracas. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. C'est une nouvelle heure qui s'ouvre pour 341 ex-combattants de Tombouctou et de Taoudeni. Ils intègrent le processus de paix et de réconciliation à travers les mécanismes de DDRI, désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration. C'est une réforme majeure au ministère de la Santé et du Développement social. Désormais, tous les personnels du département seront assujettis au contrat de performance. Les termes de référence sont en phase de finalisation. La Côte d'Ivoire est sans gouvernement depuis hier soir. Celui qui était en place a remis sa démission au président Alassane Ouattara qui l'a accepté. Le nouvel exécutif est attendu dans les prochains jours. Au Venezuela, l'armée rend hommage aux soldats tués lors de l'opération militaire des États-Unis. Au total, 100 personnes ont péri dans cette opération. Le procureur général annonce l'ouverture d'une enquête sur ces décès qualifiés de crimes de guerre. Elle n'est pas connue du grand public malgré son rôle de sentinelle dans la lutte contre la corruption. Il s'agit de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. On vous amène à la découverte de cette structure dans la chronique judiciaire. C'est tout pour les titres. Ils ont choisi le chemin de la paix et abandonné le conflit avec l'État. 341 ex-combattants issus des différents mouvements des régions de Tombouctou et de Taoudeni intègrent le processus de DDRI. Entendez par là désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration. Par cette décision, ils entendent désormais et pleinement jouer leur rôle pour un retour définitif de la paix et de la stabilité au Mali. La cérémonie de lancement du processus a eu lieu hier à Tombouctou, d'où nous appelle Najim Baba Sissi. Ce 7 janvier consacre le démarrage du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration au compte des régions de Tombouctou et de Taoudeni. Cette étape constitue un pilier essentiel de la réconciliation et de la consolidation de la paix au Mali. Colonel-major Brahima Koulibaly, coordinateur du site DDRI Tombouctou et Taoudeni. Ces opérations porteront sur la démobilisation de 341 futurs ex-combattants et leur intégration au sein des forces armées et de sécurité comme soldats de deuxième classe. Ces opérations témoignent de la volonté inébranlable des autorités maliennes à poursuivre les efforts vers la paix et la stabilité du pays. Les ex-combattants concernés par ce processus sont issus des mouvements Gatia, CPA et le mouvement sédentaire. Jakani Al-Habib, démobilisé. Je lance un message à nos frères qui détiennent toujours les armes, de laisser les armes et d'intégrer les forces de sécurité et de défense. Draman Sissé, coordinateur du mouvement sédentaire. C'est une joie totale parce que c'est un processus auquel nous nous attendions depuis longtemps et il a plusieurs avantages. Ballali Ould Cheibani, secrétaire général du CPA2. Moi, je vois que le processus s'est bien déroulé. Tout va bien, tous les moyens sont réunis. On prie Dieu que les choses vont aller en avance. Les gouverneurs des deux régions sont très enthousiastes par le lancement des opérations du DDRI dans leurs régions respectives et surtout son caractère particulier. Général de division Abdraman Ould Meidou, gouverneur de la région de Taoudeni. C'est un processus pur malien. L'objectif pour qu'on puisse avoir la paix chez nous, à mon avis, personne d'autre qui doit amener la paix à notre pays en dehors des Maliens eux-mêmes. Et je pense qu'avec l'expérience des Maliens, par rapport à tout problème qu'on est en train de vivre des années, je pense qu'on doit sortir la tête haute parce que chacun de nous, il a le courage pour dire à l'autre comment on peut vivre ensemble. Contrôleur principal de police Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Ces opérations découlent de la volonté des autorités de la transition pour faire du Mali un pays de paix, un pays où les armes vont s'arrêter de circuler. C'est pourquoi ces opérations sont très utiles pour les deux régions. Ces opérations augmenteront sans doute les effectifs de nos FAMA, réduiront significativement les taux de chômage dans les deux régions, Tombouctou et Taoudeni. Les autorités et responsables du DDRI ont procédé à la visite guidée des différents stands pour s'approprier le dispositif d'enrôlement et de traitement. À leur constat général, tout est sur place. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mahmoud Askofare pour l'ORTM.
Lui, il n'est pas un ex-combattant, mais un soldat de la protection sociale des travailleurs. Il s'agit du nouveau directeur général de l'Institut national de prévoyance sociale qui reçoit des mains du ministre en charge du développement social une feuille de route, une boussole pour renforcer le système national de protection sociale. Désormais, tous les personnels du département de tutelle seront assujettis au contrat de performance. D'autres précisions avec Kouma Sissi. Nouvelle année, nouvelles dispositions prises au sein du ministère de la Santé et du Développement social. Le nouveau directeur général de l'Institut national de prévoyance sociale a reçu des mains du colonel-major Assaba Diallo Touré une feuille de route indiquant le bon fonctionnement de son service au bonheur du peuple malien. Colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Dans le cadre des réformes engagées par mon département, en vue du renforcement du système national de protection sociale en général et de la sécurité sociale en particulier, il vous est confié la lourde mission relative à la restructuration stricte et à l'application du mécanisme du Code de prévoyance sociale au Mali. Ainsi, la présente mission confiée à vous a pour objet d'identifier, d'apporter des réponses appropriées aux principaux défis juridiques, institutionnels, techniques et financiers entravant l'application efficace et équitable du Code de prévoyance sociale à la poursuite des objectifs de l'INPS. Elle vise également la poursuite de l'extension des champs d'application matériels et personnels de la sécurité sociale. Il s'agit notamment d'évaluer l'adéquation du Code de prévoyance sociale avec les réalités socio-économiques actuelles du pays, notamment les textes relatifs à l'assurance volontaire et à la médecine préventive, les visites d'embauche, les visites des lieux de travail et les visites périodiques. Accélérer le processus de digitalisation en vue de la dématérialisation effective du système assurantiel et mettre fin à la lourdeur administrative. Le nouveau directeur général de l'INPS est conscient de la tâche qui l'attend. Idrissa Bakari Diarra. La tâche, elle est lourde, elle est bien lourde, mais je pense qu'elle n'est pas hors de notre portée. Nous montrons notre disponibilité à mettre en œuvre tout ce qu'elle a prodigué comme conseil et orientation. Cet exercice n'est désormais que le début du contrat de performance entre le ministère de la Santé et du Développement social et les services relevant du département. Colonel-major Assaba Diallo Touré. Tous les personnels du ministère de la Santé et du Développement social seront désormais assujettis au contrat de performance dont les termes de référence sont déjà en phase de finalisation. Colonel-major Assaba Diallo Touré a profité de cette cérémonie de remise de feuilles de route pour souhaiter ses vœux de nouvel an à l'assistance. En Côte d'Ivoire, démission hier du Premier ministre et celle de son gouvernement. Cette démission, acceptée par le président Alassane Ouattara, intervient au lendemain des élections législatives du 27 décembre dernier, remportées par le RHDP, le parti au pouvoir avec près de 77% des sièges. Le gouvernement sortant est chargé d'expédier les affaires courantes. Parmi les ministres démissionnaires, plusieurs siégeront à l'Assemblée nationale dans les jours à venir, en attendant de savoir s'ils sont reconduits ou non dans le nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement est également attendu au Cameroun. Dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, le chef de l'État Paul Biya avait déclaré qu'il s'agissait d'une priorité et que des efforts soutenus devraient être engagés sans délai. Une semaine plus tard, aucun remaniement n'a encore été annoncé, mais aucun d'ailleurs ces 7 dernières années, malgré le décès de plusieurs ministres en fonction selon certains observateurs. De la politique à la justice, rendons-nous au Nigeria où un tribunal d'Abuja a accordé à l'ancien ministre de la Justice, Aboubacar Malami, à sa femme et à son fils la libération sous caution fixée à 333 000 $, soit environ 200 millions de francs CFA. Ils sont accusés de blanchiment d'argent pour un montant de près de 6 millions de $, soit plus de 3 milliards de francs CFA. En attendant le paiement de la caution, ils sont maintenus en détention dans un centre correctionnel près de la capitale. Pendant ce temps, au Venezuela, l'armée rend hommage aux soldats tués lors de l'opération militaire des États-Unis. Selon les forces armées vénézuéliennes, au moins 24 agents de sécurité ont été tués lors de cette opération nocturne à Caracas. Au total, 100 personnes ont péri selon le ministère vénézuélien de l'Intérieur. Le procureur général a annoncé l'ouverture d'une enquête sur ces décès qualifiés de crimes de guerre. Et les États-Unis sont dans les viseurs. États-Unis qui ont annoncé hier avoir saisi dans l'Atlantique Nord un pétrolier russe. Il était poursuivi depuis plusieurs jours par les gardes-côtes américains dans le cadre du blocus visant des pétroliers liés au Venezuela. Washington annonce également l'interception en mer des Caraïbes d'un navire de transport d'hydrocarbures visé par les sanctions américaines qui va être escorté vers les États-Unis.
États-Unis. Nous restons aux États-Unis où le président Donald Trump lance une nouvelle charge contre la diplomatie climatique. Il a ordonné hier le retrait des États-Unis de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et du Comité scientifique de référence sur le climat. Ces organisations figurent parmi des dizaines identifiées comme ne servant plus les intérêts américains. Le décret signé par le président américain ordonne au total le retrait des États-Unis de 66 organisations, dont environ une moitié liée à l'ONU selon la Maison-Blanche. AES Actualité. Dans l'actu de l'AES, direction le Burkina Faso, la contribution de la population ne faiblit pas pour alimenter les fonds de soutien patriotique. Bien au contraire, au 30 décembre 2025, elle s'élevait à plus de 212 milliards de francs CFA, selon une prévision de 150 milliards. C'est ce qui ressort de la 4e session du Conseil d'orientation du fonds tenu à Ouagadougou. Sur place, nous retrouvons Lazare Sanou de la radio du Burkina. Sur les 212 milliards 800 millions de francs CFA mobilisés courant 2025, plus de 70 milliards ont été récoltés au profit du Fonds de soutien patriotique au dernier trimestre. Les contributions resteront encore meilleures en 2026, foi des ministres en charge de l'économie et des finances, Aboubakar Nakanambo. En 2026, il y a encore une marge de progression parce que le potentiel est là. L'engagement donc des Burkinabés est un engagement sans faille. Et nous sentons vraiment que sur le terrain aussi, les résultats qui sont produits sont très encourageants. Étant entendu que la sécurité est donc la priorité numéro 1 de tous les Burkinabés, il est évident que tout le monde restera mobilisé donc, pour qu'en 2026, nous puissions encore mettre beaucoup plus de moyens à la disposition de nos forces pour pouvoir faire face à l'ennemi et qu'on puisse aboutir à un taux de récupération de 100% du territoire. Et je pense que l'engagement qui est sur le terrain aujourd'hui nous conforte sur l'idée que cela est possible. Le ministre Aboubakar Nakanambo salue tous les donateurs et ceux qui œuvrent au quotidien à la collecte et à la gestion efficiente des ressources. Il y a un volet contribution volontaire qui permet aussi de mobiliser donc, aussi bien de la diaspora que donc, de la population sur place ici. En dehors de ça, il y a aussi des contributions donc, liées aux différentes taxes qui se passent aussi très bien. J'insiste pour dire que ce travail qu'on fait au Conseil d'orientation et le travail qui est fait également par le comité de gestion, c'est un travail totalement bénévole. Personne ne touche 5 francs, mais les gens sont engagés. Et depuis 3 ans, nous avons ces membres qui sont toujours présents. Après 3 ans, le Fonds de soutien patriotique permet de répondre avec efficacité à la préoccupation sécuritaire avec les ressources propres des Burkinabés, selon la vision de la révolution progressiste populaire impulsée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous restons au Burkina Faso où le gouvernement s'exprime sur la dernière tentative de coup d'État déjouée samedi dernier. Dans une interview diffusée sur la RTB, la télévision publique, le ministre de la Sécurité a expliqué que les auteurs de cette tentative avaient prévu l'assassinat du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, et de plusieurs personnalités militaires et civiles. Il annonce l'arrestation de plusieurs personnes pour ce complot qui aurait été mené selon le gouvernement par l'ex-président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, avec des fonds provenant de la Côte d'Ivoire. Au Niger voisin, l'actualité est tout autre. Dans la capitale nigérienne, le réseau des journalistes de l'Alliance des États du Sahel rencontre la presse pour échanger sur les conclusions de la 2e session du collège des chefs d'État de l'AES tenue à Bamako le 23 décembre dernier. Le réseau salue la création d'une radio, d'une télévision et d'une presse écrite de l'Alliance, des outils jugés majeurs dans la lutte contre la désinformation et pour la souveraineté médiatique des États membres. Garba Adamou de la Voix du Sahel nous raconte. Prenons la parole à cette occasion. Moudi Moussa, secrétaire général du REGIAS, a exprimé sa satisfaction quant aux résolutions issues du sommet de l'AES. Pour le secrétaire général du REGIAS, la télévision et la radio de l'AES représentent des outils stratégiques permettant aux populations de mieux comprendre les enjeux politiques, économiques et sécuritaires de l'espace sahélien. Il a à cet effet réaffirmé l'engagement ferme du REGIAS à accompagner activement ces nouveaux médias tant sur le plan professionnel que technique. Il a également rappelé que le REGIAS demeure profondément attaché à la défense des valeurs fondamentales de l'AES, notamment la souveraineté, la solidarité entre les peuples et l'indépendance informationnelle. Il a lancé un appel solennel à l'ensemble des acteurs des médias à s'investir pleinement pour préserver et renforcer cette souveraineté informationnelle, condition essentielle de l'émancipation des peuples de l'AES. De son côté, Ilo Adani, conseiller à la présidence chargé de l'opérationnalisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, a marqué sa satisfaction quant à l'organisation de cette déclaration du REGIAS. Il a rappelé que 3 instruments majeurs ont été
été mises en place par l'AES pour faire face au narratif occidental et rétablir la vérité sur les réalités des pays membres. Selon lui, l'AES compte énormément sur les journalistes pour édifier et informer les populations en diffusant une information juste, responsable et en phase avec les réalités locales. Il a par ailleurs souligné que les progrès significatifs ont été enregistrés dans plusieurs domaines depuis la mise en place de la Confédération, témoignant de la pertinence et de la solidité du projet AES. Ce point de presse du REGIAS s'inscrit ainsi dans une dynamique de mobilisation des professionnels des médias autour d'un objectif commun, faire des médias de l'AES un véritable rempart contre la désinformation et un levier essentiel de développement et de cohésion pour les peuples du Sahel. Chronique judiciaire. Elle est perçue comme l'une des réformes majeures du dispositif judiciaire national. Il s'agit de la création de l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués en 2022. Une agence qui garantit la traçabilité, la sécurisation et la gestion des avoirs issus des procédures judiciaires. Allons à la découverte de cette structure qui reste une sentinelle dans la lutte contre la corruption dans la chronique judiciaire. Elle est signée Garibou Pirouf. Frapper là où cela fait le plus mal au patrimoine des délinquants économiques et financiers, telle est la mission de l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. Établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère en charge de la justice. Sa création vise à répondre aux difficultés liées à la conservation, à la gestion et à la sécurisation des biens saisis ou confisqués dans le cadre des procédures judiciaires. Omar Traoré, directeur général de l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. La création de l'ARGAS procède de la mise en œuvre des réformes effectuées par les plus hautes autorités du pays pour trouver une solution aux difficultés liées à la conservation, à la gestion et à la sécurisation des biens saisis et de concrétiser l'exécution des condamnations pécuniaires au profit de l'État, d'une part, et d'autre part, de respecter les engagements internationaux du pays. Désormais, l'agence constitue un maillon essentiel et incontournable de la chaîne pénale. Elle intervient à l'interface entre l'enquête, le jugement et l'exécution des décisions de justice, garantissant ainsi l'effectivité des sanctions prononcées par les juridictions compétentes. L'agence a été conçue et mise en place comme un mandataire des acteurs de la justice, notamment les magistrats et les officiers de police judiciaire qui procèdent à la saisie et à la confiscation des biens au cours des procédures pénales. Lorsqu'ils procèdent à la saisie, ils confient les biens saisis, ça peut être des immeubles, ça peut être des biens mobiliers tels que des véhicules, donc à l'agence qui va prendre toutes les dispositions pour les conserver en bon état jusqu'à l'issue de la procédure. Depuis l'enquête préliminaire, il est prévu d'identifier, de localiser les biens des personnes qui sont sous enquête pour préparer la saisie et la confiscation. Face à une délinquance économique et financière de plus en plus transnationale, l'agence doit également composer avec des auteurs d'infractions établis hors du territoire national. Dans ces situations, la coopération judiciaire internationale s'impose comme des leviers essentiels pour garantir le recouvrement effectif des avoirs illicites. C'est le volet coopération internationale qui permet d'identifier, rechercher, localiser, saisir et confisquer les biens des Maliens à l'extérieur et les faire rapatrier. Les biens saisis sont conservés dans des conditions de haute sécurité. Leur gestion répond à des normes précises. Nous, on est en phase d'opérationnalisation que nous sommes en train de parachever. Nous envisageons d'avoir un entrepôt pour les biens mobiliers qui vont être conservés et sécurisés à ce niveau avant la fin de la procédure. Pour ce qui est des biens immobiliers, lorsqu'ils nous seront confiés, donc on va premièrement faire la publication au niveau du service en charge de la publicité foncière. Si c'est des fonds de commerce, on va faire la publication au niveau du tribunal de commerce. S'agissant des biens en espèces, il est prévu que les sommes saisies vont être déposées au niveau de la caisse de dépôt et consignation. Pour le moment, la caisse de dépôt et consignation n'est pas opérationnelle. Donc, le ministère de la Justice a ouvert un compte intitulé « Compte spécial Fonds de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière ». Lorsque les sommes saisies nous seront confiées, c'est dans ce compte-là qu'on va déposer.
En phase de finalisation de son opérationnalisation, l'agence peut d'ores et déjà se prévaloir de résultats concrets et mesurables. L'agence est saisie de la gestion de 5 biens immobiliers présentement, dont un hôtel. L'évaluation de ces 5 biens immobiliers pourrait atteindre des centaines de millions de nos francs. Et à côté de cela aussi, il faudrait rappeler le solde du compte spécial Fonds de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière s'élève aujourd'hui à plus de 3,6 milliards de francs CFA. Bien mobilier, patrimoine immobilier, liquidité, il est désormais clairement établi que les fonds acquis illicitement reviennent à l'État, comme le rappellent sans ambiguïté les dispositions nationales, l'une n'est au-dessus de la loi. Merci Garibou Pérou. Ainsi se referme cette édition, la première de Mali Actualité, qui vous a été servie par Mamadou Boubacar Diallo à la mise en onde, Badji Touré à la mise en ligne et au micro Bourama Traoré. Restez à l'écoute. Dans une poignée de secondes, vous allez suivre le journal de la CAN avec Abdul Karim Kaba déjà installé. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous, où que vous soyez.